Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très ravi d'être parmi vous aujourd'hui, de revoir tous mes collègues du projet Hector et aussi de pouvoir. D'accord. Ouais, et aussi de pouvoir. Quand on est si dis- grand, c'est difficile ça. là. Et aussi de pouvoir discuter mes travaux de thèse avec vous, surtout après ce moment de recul, parce que quand même il y a 6 mois qui se sont écoulés entre ma soutenance et aujourd'hui, et ça sera avec grand plaisir. Cette thèse a été encadrée par professeur Ali Siadat, Richard Biarré et Tahar Hakim Ben Chekroun. Et c'est dans le cadre du projet Hector. C'est dans le cadre de l'évolution de la robotique collaborative qui a connu des évolutions très rapides et qui ont transformé les possibilités d'usage de la robotique. Passant d'une époque où les robots étaient isolés dans des cages où ils effectuaient toutes leurs tâches en toute autonomie, à une époque où aujourd'hui, les hommes et les robots peuvent partager le même espace de travail. Ces nouvelles possibilités d'usage engendrent un certain nombre de questions englobant la sécurité des opérateurs, la place de l'humain dans ce système humain-robot, la nature de l'interaction, l'impact de ce nouveau système sur l'impact sur la performance, la faisabilité technologique, parce que ce n'est pas évident ces nouveaux systèmes, et l'impact également sur le sens de travail, sur les conditions de travail des opérateurs humains. Dans le cadre de cette thèse, nous avons essayé de participer à cette discussion en veillant à mener une approche de recherche transdisciplinaire. Cette transdisciplinarité est d'abord reflétée par l'équipe d'encadrement de ces thèses. C'était une thèse encadrée par des enseignants-chercheurs en génie industriel, en robotique et en ergonomie, et aussi par un état d'art, parce que pour l'ensemble des travaux menés dans le cadre de cette thèse, on s'est inspiré, on a regardé systématiquement ce qui a été proposé dans les 3 disciplines scientifiques. Et pour réussir cette coélaboration scientifique, comme j'avais un profil ingénieur industriel en début de thèse, j'ai suivi environ 200 heures de formation continue en ergonomie pour essayer de participer à réussir cette collaboration transdisciplinaire. Dans le cadre de cette thèse, et pour participer à cette réflexion, la problématique qui a été formalisée, c'était comment allier sécurité, performance et prise en compte effective des enjeux humains et organisationnels durant les projets de conception des systèmes cobotiques. Pour participer à cette discussion, nous avions identifié 4 enjeux scientifiques à lever. D'abord, la clarification de la notion de collaboration entre hommes et robots. Ensuite, la conduite de projets cobotiques, c'est la partie stratégique et centrale pour prendre en compte l'ensemble de ces enjeux. Aussi, l'analyse des systèmes existants dans une perspective de cobotisation, comment s'inspirer et comment, partant d'une analyse de l'activité réelle, humain 100% humain, pour aboutir à des systèmes humains-robots qui prennent en compte l'ensemble des enjeux pluridisciplinaires de la robotique collaborative. Et enfin, comment arriver à effectuer des évaluations des conditions humaines dans le cadre de ces projets avec l'ensemble des autres dimensions, que ce soit la performance, la sécurité, la qualité, etc. Comme vous pouvez bien l'imaginer, comme a été bien précisé par Hakim, c'est très difficile pour moi du coup de pouvoir détailler l'ensemble de ces travaux intenses qui ont été effectués durant ces 3 années en 20 minutes. Du coup, il a fallu faire ses choix. Et ce que je vous propose dans cette présentation, c'est de présenter très rapidement et très brièvement les contributions méthodologiques, de présenter également très brièvement le premier cas d'étude. Mon objectif de la présentation de ce premier cas d'étude, c'est surtout pour montrer un exemple concret de la transformation d'un poste de travail à l'aide de la robotique. Surtout, je vais me focaliser surtout sur le poste de travail en situation initiale et ce qu'on a pu proposer aux partenaires industriels avec de la robotique collaborative. Et après, on va prendre un peu plus de temps pour discuter le deuxième cas d'étude. C'est un cas d'étude d'assistance des postes de finition de noyaux céramiques. Parce que l'enjeu et mon objectif de ce deuxième cas d'étude, c'est surtout de montrer l'apport de l'ergonomie, de l'analyse de l'activité pour orienter et faciliter et permettre de voir des perspectives d'assistance dans le cadre des nouvelles technologies et plus particulièrement dans le cadre de la cobotique industrielle. Et après, nous prendrons un peu de temps pour revenir sur nos conclusions et mes conclusions. Également, j'ai essayé d'apporter quelques touches personnelles en prenant du recul pendant ces 6 mois sur l'ensemble des dimensions transdisciplinaires rencontrées dans le cadre de la préparation de cette thèse de doctorat. La première contribution méthodologique qu'on a proposée dans le cadre de cette thèse, c'est un cadre méthodologique de conduite du projet de conception cobotique, où avant de commencer la partie d'étude de faisabilité technologique,
euh, on propose aux concepteurs de systèmes robotiques de prendre le temps de bien analyser et modéliser les activités gestuelles visées par le projet et de co-construire avec les opérateurs qui vont devoir travailler avec ces systèmes robotiques les différents scénarios de cobotisation ou d'assistance. Et ce cadre méthodologique propose également un moment d'évaluation centré sur l'humain et sur l'ensemble des autres conditions et indicateurs d'évaluation avant de passer à la phase d'investissement et d'implantation. La mise en pratique de ce cadre méthodologique nous a amené à développer deux autres contributions méthodologiques. La première, c'est pour assister ces phases d'analyse dans une perspective de cobotisation. C'est notre proposition d'approche ergonomique d'analyse du travail où on essaye d'assister les ingénieurs et les concepteurs de systèmes cobotiques pour analyser le système de travail actuel dans une perspective de cobotisation, et la deuxième pour prendre en compte les indicateurs d'évaluation centrés sur l'humain avec notre proposition d'indicateurs de choix subjectifs qui prend en compte 4 dimensions subjectives qui sont la facilité d'utilisation, l'utilité perçue, la sécurité perçue et l'acceptabilité potentielle, avec les autres critères d'évaluation qu'on prend généralement dans le cadre des projets d'ingénierie, de conception en ingénierie, à savoir la performance, la sécurité, la qualité, etc. Dans le cadre de cette thèse, on a eu l'occasion de travailler sur 2 cas d'études industriels. Le premier, c'est pour assister à un poste de recyclage de boîtes plastiques. C'est dans un environnement chimique, ce sont des boîtes qui contiennent des dosettes de lessive. Et suite à des problèmes de non-qualité, que ce soit en termes de packaging ou en termes de nombre de dosettes par boîte, donc il y avait plusieurs palettes, des centaines de palettes qui sont regroupées et plusieurs demi-journées par semaine. Il y avait 2 opérateurs de production qui étaient affectés à tour de rôle à ce poste de travail pour effectuer le recyclage de ces boîtes. Donc les opérations de recyclage, il consistait à ouvrir ces boîtes, à récupérer le produit pour qu'il soit réinjecté dans la ligne de production et à jeter les boîtes plastiques. Et suite à l'apparition de nouvelles règles de sécurité pour rendre ces boîtes difficiles à s'ouvrir par des enfants, la forme de ces boîtes a évolué en ajoutant 2 boutons poussoirs. Du coup, ça a induit des difficultés énormes pour les opérateurs parce que vu le nombre de palettes à recycler pendant les demi-journées, c'était hors de question d'appuyer sur les 2 boutons poussoirs pour chaque boîte. Donc, elle les arrachait et du coup, ça a induit des risques de TMS qui ont été remontés et qui ont été prouvés avec des études en interne au niveau des poignées. Et de manière générale, beaucoup de plaintes côté conditions de travail et tous les opérateurs, c'était le cauchemar d'être affectés pendant ces demi-journées sur ces postes de recyclage. Et du coup, la question, c'était comment assister ces opérateurs durant ces tâches. Et le besoin, il était précis, il était clair, même de la part de notre partenaire industriel. Donc, la difficulté, c'était comment ouvrir ces boîtes de lessive. Donc, on a essayé de mener les différentes phases qui étaient présentées. Si nécessaire, on peut y revenir en détail par la suite dans la phase questions-réponses. Et 2 propositions ont émergé. La première, c'est déjà avant de commencer de parler de robotique collaborative et d'investissement assez important, pourquoi ne pas concevoir un système d'aide à l'ouverture de ces boîtes manuelles? Et la deuxième proposition, c'était effectivement d'essayer de développer une cellule robotique collaborative où le robot va prendre en charge cette partie d'ouverture des boîtes. Donc, on a commencé par la première proposition. On a conçu et fabriqué un outil manuel d'aide à l'ouverture des boîtes au sein du laboratoire LISPEN de Lille de l'ENSAM qui a été testé. Et après, on est passé à la deuxième partie où on a alloué au robot l'opération d'ouverture des boîtes et les opérations juste avant et après celle-là pour optimiser la mobilisation du robot, à savoir prendre la boîte, l'ouvrir, déposer les produits dans le conteneur dédié et empiler les boîtes. La difficulté, il y avait une difficulté technique énorme parce que sur le marché, il n'y avait aucun effecteur prêt à être utilisé, adapté à ce type de boîte pour les ouvrir. Du coup, il y avait des mois et des mois d'études de faisabilité pour trouver et pour concevoir une solution sur mesure pour ouvrir ces boîtes à l'aide d'un robot. Et un premier prototypage a été développé après une phase de simulation pour bien préciser les entrées-sorties, l'emplacement, la surface sur sol, etc. Nous avons eu l'occasion de valoriser ce premier résultat et nous avons présenté ce résultat dans le cadre d'une conférence. Et parmi les premières remarques que nous avons eues, c'est que ce scénario, OK, il permet quand même de répondre à la question, mais par contre, la robotique collaborative, c'est pas très collaboratif. Et du coup, nous avons forcé
l'itération et la réflexion, et nous avons essayé de développer une deuxième solution robotique collaborative qui est plus interactive, où l'humain va venir toucher le robot pour lui dire OK que la boîte elle est prête, etc. Donc pour essayer d'optimiser le temps, je vais passer directement aux deux prototypes développés. On y reviendra avec grand plaisir si nécessaire. Donc ça, c'est le premier prototype développé. Donc l'humain a préparé la boîte à être recyclée. Le robot vient prendre la boîte, il coupe le ruban adhésif, il ouvre la boîte et puis il vide le produit dans un conteneur dédié. Par la suite, il va empiler la boîte et en parallèle, l'opérateur humain va préparer la deuxième boîte à être recyclée. Ainsi, le cycle va recommencer. Et le deuxième scénario que nous avons forcé, c'était pas logiquement, c'était pas le scénario logique à mettre en place d'un point de vue que ce soit optimisation, que ce soit juste pour essayer d'aboutir à quelque chose de plus interactif. Donc, l'opérateur humain va préparer les boîtes à être recyclées, va ouvrir la boîte et il va toucher le robot pour signifier que voilà, la boîte elle est prête à être vidée. Donc, le robot va prendre la boîte, il va la vider dans un conteneur dédié. Bon, ainsi, le cycle va recommencer. Comme dans un carton, il y avait 3 boîtes, donc la deuxième et la troisième, c'est automatique. Le deuxième carton, il faut toucher le robot pour que le cycle se reconduise. Donc ça, c'était le premier cas d'étude. Bon, il y avait après toute une phase d'évaluation. On peut revenir si nécessaire pour la mise en pratique de l'indicateur de choix subjectif, etc. Mais pour résumer, c'était cette solution qui a été retenue, qui a été présentée et testée dans l'atelier du partenaire industriel. Par contre, le deuxième cas d'étude, c'est pour assister à un poste manuel de finition de noyaux céramiques. Ce sont des opérations beaucoup plus complexes et qui présentent des enjeux très forts de sûreté et de qualité. Ce sont des pièces qui sont utilisées pour fabriquer des pièces destinées à la fabrication des turbines et de pièces d'avion. Et le cycle de production au sein du partenaire industriel commence par une préparation de pâte. Par la suite, cette pâte est injectée pour aboutir à la forme de la pièce finale. Ces pièces, ils passent à la cuisson pour que ces pièces, pour acquérir les caractéristiques intrinsèques nécessaires. Et par la suite, ils passent dans un atelier de finition manuelle. C'était l'atelier où il y avait le plus d'opérateurs. Il y avait 30 opérateurs, c'était une PME de 150. Et par la suite, ils passent par une phase de cirage et assemblage pour qu'ils soient prêts à être utilisés chez le client. Et c'était cette phase de finition qui a été visée par le projet. Voilà, à titre d'exemple, un noyau avant finition, un noyau après finition. Donc, toutes les bavures voilà, qui ont été enlevées, la surface qui a été polie, etc. Et du coup, il y avait d'énormes enjeux de sûreté et de qualité parce qu'une bavure non enlevée sur cette phase-là de finition, elle va se retrouver en pièces métalliques voilà, chez le client. Et du coup, la question, c'était comment, est-ce que ces activités de finition, c'était vraiment une question très initiale en amont de tout projet d'investissement de la part de la direction de cette entreprise partenaire. La question, c'était qu'on a formalisé ensemble après les premières réunions et rencontres, c'était est-ce que ces activités de finition, ils sont cobotisables? Si oui, quelles opérations sont susceptibles d'être portées par une solution cobotique? Et sinon, pourquoi? Pour le moment, il n'y a pas de solution. Et quelles autres formes d'assistance on peut proposer pour assister ces opérateurs de finition? Donc, la question pour nous, après la première visite, c'était presque impossible pour nous. J'aurai l'occasion de vous montrer une minute de ces opérations. Au départ, ce n'était pas possible. Et pour quand même aller vers c'est pour cette raison qu'on a formalisé quand même qu'on ne va pas forcer l'assistance vers de la robotique collaborative, qu'on était ouvert à proposer d'autres formes d'assistance, même organisationnelle. Et du coup, on a commencé par une première phase d'analyse stratégique. Cette phase a été pour nous primordiale. Il nous a permis quand même de comprendre beaucoup de dimensions stratégiques liées à ces postes de finition, à savoir d'abord le bassin d'emploi. Il n'y avait aucune formation qui prépare les opérateurs de finition à ces postes et l'entreprise trouvait beaucoup de difficultés pour
pour recruter. Donc, ils ont développé beaucoup de programmes avec Pôle emploi et avec l'ensemble des acteurs d'emploi en France pour essayer, voilà, d'orienter des personnes et de les former pour ces postes. Il y avait une vraie volonté de prévention des TMS, même si aucun cas TMS n'a été déclaré officiellement chez l'entreprise partenaire. Ouais. Et puis, il y avait plusieurs projets de développement et d'industrie dans le cadre voilà, d'amélioration continue de l'industrie 4.0, par exemple, au niveau de four, au niveau de l'impression 3D, etc. Et les postes de finition représentaient un savoir-faire reconnu au sein de l'entreprise, voire même les opérateurs de finition effectuaient la finition de noyaux céramiques produits chez d'autres concurrents et chez d'autres clients. Et aussi, la qualité était toujours une quête. Il y avait des discussions fréquentes et récurrentes avec les clients pour dire est-ce que voilà, ça passe les exigences intrinsèques ou non? Est-ce que c'est un lot de qualitatif où il faut le retravailler, etc. Ouais, je laisse passer 30 secondes rapidement juste pour vous permettre de voir à quoi ça ressemblait. Donc là, c'est une finisseuse la plus expérimentée. Elle a 17 années d'expérience. Donc ça, c'est une opération de polissage de la surface en utilisant du papier de verre. Donc il y avait différents papiers de verre en fonction de la surface à travailler, en fonction des noyaux. Elle travaille avec une source de lumière. Et puis là, c'est la soufflerie pour enlever les particules enlevées, pour dégager. Ce qu'on voit ici, ce sont des limes pour enlever les bavures. Et il travaille, là, sur cette partie, il travaille sur binoculaire qui permet un grossissement x6 des pièces. Et du coup, la question, c'était, à l'aide d'un robot, est-ce qu'on peut assister ces postes de travail? Sachant qu'il y a des centaines de références de produits, etc. Et la question pour nous n'était pas du tout simple. Enfin, vraiment, c'était, voilà. Du coup, on a engagé un cycle d'observation. On a observé plusieurs opérateurs avec des expériences différentes. Et nous sommes arrivés à proposer une caractérisation de ce travail de finition en distinguant 3 mobilisations qui sont complémentaires et intégrées, à savoir une mobilisation de savoir-faire gestuel. Pour effectuer ce travail de finition, les opérateurs de finition effectuent une inspection initiale du noyau à travailler, un contrôle continu de l'avancement des opérations en fonction des différentes parties après chaque intervention, un choix d'outils adéquats en fonction de la surface, en fonction des noyaux, une coordination des opérations des 2 mains, et une connaissance des exigences de qualité à tenir en fonction de chaque noyau et en fonction des différentes parties des noyaux. Il y a un temps indiqué par noyau et aussi la protection des noyaux. Ils étaient hyper fragiles, le moindre geste, ils pouvaient les casser. Il y avait les opérations de la main droite, c'est la main qui retire les bavures, qui polie la surface, qui dégage la matière, qui tourne le noyau et qui le protège en dosant les efforts appliqués. Et la main qui porte le noyau, qui le présente, qui le prépare et anticipe les opérations de la main droite et qui le protège si la main droite effectue des efforts importants. Après cette première caractérisation qui a été discutée et validée par les opérateurs de finition, on est passé à une autre échelle plus qualitative et nous avons essayé de suivre seconde par seconde 3 observables, à savoir les opérations de la main droite, les opérations de la main gauche, l'interaction des opérateurs de finition avec les outils et aussi les patterns de la main qui porte le noyau. La chronique d'activité de du premier opérateur nous a permis de découvrir et de valider des dimensions très importantes. Par exemple, si on regarde les opérations effectuées par la main droite, on peut comprendre que l'opérateur a commencé par le polissage de la surface pendant la moitié du temps de finition avant de passer à retirer les bavures. On peut regarder également qu'il a travaillé pendant la première moitié avec une source de lumière avant de passer au binoculaire. Tout ça avec la robotique. Donc, lorsqu'on va mettre en place un robot collaboratif, il faut garder cette interaction avec les différents outils. Il faut garder cette possibilité de pouvoir effectuer les différentes opérations et de pouvoir changer l'outil, souffler pour dégager la matière, etc. Et on a regardé surtout une mobilisation très importante de la main qui porte le noyau en prise en pince. Et pour s'assurer que ce n'était pas un cas isolé, nous avons comparé la mobilisation de la main en prise en pince des différents opérateurs observés. Et c'était le cas, à part le 4e opérateur, c'est le seul opérateur gaucher de l'entreprise qui développait d'autres patterns composés, prise en pince, flexion, prise en pince, extension.
mais c'était une remarque troublante et même la direction de l'entreprise et les opérateurs, ils ont confirmé qu'en effet, cette main qui porte le noyau a quelque chose qui va pas. Et du coup, c'est ce qui nous a induit à proposer, à détecter cette possibilité d'assistance, donc avec un système d'assistance pour assister cette main qui porte le noyau. Bien évidemment, après la vidéo que j'ai montrée, après les différentes sessions d'observation qu'on a passées, on a passé plus de 30 heures d'observation, on était déjà sûr que tout système d'assistance, il ne sera pas applicable et adaptable à l'ensemble des noyaux céramiques, en fonction de la fragilité, en fonction du poids et en fonction de la complexité de finition. Et surtout que ça serait plutôt un mode d'assistance, donc la main qui porte le noyau ne serait pas à la poche après la mobilisation de ce potentiel système d'assistance, parce qu'il fallait que les deux mains vraiment travaillent en même temps et qu'il fallait que la main gauche continue à préparer les opérations de la main droite et aussi à protéger le noyau céramique. Tu as entamé le temps de la discussion. D'accord. Ouais, je vais essayer de. Ouais. Et du coup, pour passer à la partie technique, on a formalisé, bien sûr, en s'appuyant sur la partie analyse de l'activité, les différentes fonctions que ce système d'assistance doit respecter pour ne pas empêcher l'activité de ces opérateurs de finition. La première fonction principale, ce système d'assistance doit surtout viser porter le noyau et pas le reste. Donc la fonction principale, c'est assurer le port de ce noyau céramique, aussi permettre de porter une variété de noyaux céramiques, permettre de tourner et incliner le noyau céramique avec souplesse et flexibilité, permettre de ressentir les forces appliquées par l'autre main pour éviter que le noyau se casse, ne pas abîmer ou casser le noyau céramique, permettre de monter et démonter le noyau céramique parce qu'il y avait beaucoup quand même de temps de rotation pour travailler les différentes surfaces des différents noyaux, aussi permettre la maintenance des systèmes d'assistance, comme il y a de la poussière, donc il faut une certaine protection pour éviter que, voilà, pour faciliter la maintenance et aussi voilà, assurer la sécurité des utilisateurs et respecter la directive machine. Nous avons effectué une veille technologique pour détecter les solutions qui pouvaient répondre à surtout cette fonction principale de porter le noyau céramique. Donc, en passant par une conception mécatronique sur mesure aux solutions à base de systèmes cobotiques avec le choix ou la conception d'un effecteur adapté. Il y a une centaine de références disponibles, à savoir des pinces de doigts, 3 doigts, 4 doigts, de l'aspiration, de l'adhésion, etc. Et le choix d'un robot adapté, avec des questions et des points de vigilance par rapport à la taille et la capacité. C'était de postes de travail voilà, d'environ 60 cm sur 1 mètre. Au retour de force qui était primordial, la portée des noyaux et surtout les coûts des noyaux, parce que l'entreprise partenaire visait d'assister les 30 postes de travail. Une cellule robotique moyenne, ça coûte environ 100 000 euros, à titre d'exemple. Et aussi des solutions à base d'exosquelettes avec un gant d'assistance ou un exosquelette pour la main. Et aussi, il y avait la question par rapport au ressenti des efforts et de la matière. Donc, avant d'effectuer tout investissement, on a effectué une première sélection en confrontant les fonctions principales aux contraintes des systèmes d'assistance avec les caractéristiques des différentes solutions. Par exemple, une solution cobotique à base d'un effecteur en pince ne serait pas adaptable parce que la pince va abîmer les noyaux céramiques. Pareil pour les exosquelettes pour la main. Ils vont abîmer le noyau céramique et aussi ils vont supprimer le retour de force de la main droite, ce qui pouvait induire une casse importante des différents noyaux céramiques. Donc, à la fin de ce projet, de ce cas d'étude avec ce partenaire industriel, des étapes de développement et de tests étaient encore nécessaires, mais il fallait un investissement de la part du partenaire industriel pour aller vers des phases d'étude de faisabilité, vers des phases de prototypage. Et on avait répondu largement aux questions de départ en apportant des éléments de prise de décision aux partenaires industriels. Donc, réponse concluante. Oui, tout à fait. Donc, dans le cadre de ces travaux de thèse, on a été confronté à 4 dimensions pluridisciplinaires, allant des enjeux de sécurité et de rentabilité des systèmes humains-robots, à la transformation du travail par la robotique collaborative, en passant par le sens du travail et les nouvelles technologies, jusqu'à la conduite de projets pluridisciplinaires, ses apports et ses challenges. Et je vous propose de revenir très rapidement sur ces différents points. On pourra en discuter s'il reste quelques minutes par la suite. Très bien, merci. 3 minutes. 3 minutes, donc il te restera 2 minutes pour discuter. Ouais.
D'abord, par rapport à la partie sécurité et rentabilité des systèmes humains-robots, la possibilité de partage d'espace des systèmes robotiques qui présentent l'apport majeur de ces robots par rapport à la robotique conventionnelle présente également un enjeu fort de sécurité. Et c'est ce qui explique le faible pourcentage des applications réellement interactives. Par exemple, dans notre premier cas d'étude, c'était l'arrêt nominal de sécurité qui a été adopté. Donc, le robot s'arrête si un humain entre dans son espace de travail parce qu'il permet de répondre largement aux besoins de ce poste de travail tout en limitant les risques au maximum. Par contre, pour le deuxième cas d'étude, c'était le guidage manuel qui était plutôt conseillé parce que pour le retour de force, c'était essentiel de garder un contact permanent avec le noyau céramique. Les degrés d'interaction entre opérateurs humains et robots, pour nous et pour moi, ne doivent pas être des objectifs en eux-mêmes. Par exemple, lorsqu'on a essayé de forcer la réflexion vers une application réellement interactive, c'était la première solution qui a été rapidement été abandonnée. Même en se basant sur l'indicateur de choix subjectif, je me rappelle très bien, cette solution avait eu seulement 0,2 sur 1, donc 20% sur la partie utilité perçue. Et aussi, dans le cadre de ces projets, les équipes de conception doivent plus se focaliser sur le besoin d'usage que sur avoir une interaction et une collaboration importante entre hommes et robots. Et en ce sens, un effet de mode important il lié à la robotique collaborative et aux nouvelles technologies en mode général. Et c'est un point de vigilance important à avoir en tête parce que ça représente à la fois des risques d'investissement non utiles, mais aussi et surtout des changements troublants dans les organisations. Ces nouvelles technologies, ils doivent être vraiment approchés avec beaucoup de précautions et surtout en mode fluturé. On ne doit pas. J'ai déjà vu le cas d'une entreprise qui a contacté le laboratoire l'ISPEN de l'ENSAM. Ils ont dit OK, on a investi dans un robot collaboratif, mais on ne sait pas quoi faire. Ces systèmes et ces nouvelles technologies doivent vraiment être adoptés en mode fluturé. Ça veut dire pour répondre à un besoin réel qui a été identifié auparavant, chercher les solutions adaptées. Et aussi, par rapport on en a très peu parlé par rapport au sens de travail. Le premier cas d'étude, le poste de travail a été complètement transformé. Au départ, les opérateurs effectuaient des opérations de recyclage des boîtes, mais dorénavant, ils vont superviser une cellule robotique qui effectue les opérations de recyclage. Et ces choix, ils doivent être acceptés par les futurs opérateurs parce que une solution technique efficace suite à un investissement important pour répondre à un besoin d'usage précis peut toujours être rejetée par les futurs utilisateurs s'ils ne l'acceptent pas. Et la solution, elle est claire et unique. Il faut de la vraie co-conception. Il faut une approche participative, réellement participative, non seulement une simple présentation des objectifs ou de la solution finale. Bon, on a bien noté l'envie et la volonté de moi de partager plein de choses. Bon, nous allons quand même prendre quelques questions, quelques interventions, quelques remarques, quelques critiques, Là, on prend 8 minutes. Qui veut bien? Je savais que ça sera un exercice très difficile pour moi de te présenter en moins de 20 minutes. Allez, je suis désolé. Il n'y a pas de gestion robotique du temps. Allez-y. Peut-être après, Monsieur Martin. Vous pouvez aussi poser des questions à distance. Oui, dans le premier cas d'étude, vous parlez de... Oui, Aurélie Landry, enseignante en ergonomie à l'UGA. Donc, vous dites que le robot va faire l'opération la plus contraignante dans le premier cas d'étude. Ouais. La plus contraignante d'après qui? D'après les opérateurs et d'après, c'était le besoin aussi de l'entreprise partenaire. Et moi, en ayant déjà contacté ces opérateurs, c'était l'enfer, les demi-journées où ils étaient affectés à ce poste de travail. Contrairement au deuxième poste de travail où le besoin il était vraiment très très vague, on voulait explorer les apports de la robotique collaborative pour notre atelier de finition, pas seulement le poste de travail. On a découvert après coup. On a découvert après coup parce que l'entreprise n'avait pas de données sur la santé, mais par des entretiens et la connaissance, on a découvert que sur les 33 opératrices, il y avait plus de 8 personnes qui avaient le trouble, qui avaient des opérations du canal carpien main gauche. Ouais, pour le deuxième cas d'étude.
Pour le deuxième, c'est l'effet de pince. C'est ça. Mais ça a été une sorte de découverte, quoi, parce qu'on n'avait aucune donnée qui pouvait nous aiguiller sur ce risque, sauf le fait que ce soit effectivement un critère à risque. Oui. Merci pour cette présentation. Je voulais savoir, à partir de ces exemples-là, quels ont été les apports génériques que tu as pu tirer, que vous avez pu tirer, pour en particulier quels sont les objets de connaissance que vous allez manipuler, que l'on peut manipuler pour ensuite concevoir de nouveaux postes collaboratifs. Oui, c'est les trois conditions méthodologiques que j'ai proposées au départ, c'était inversé, parce que dans l'ordre chronologique de la préparation de la thèse, c'était plutôt cas d'étude et puis contribution méthodologique. Mais c'était surtout l'apport principal de ce test, c'était surtout le cadre méthodologique de conception des systèmes humains-robots. Là, je l'ai présenté juste en quelques carreaux, mais dans la thèse, elle est vraiment bien développée avec le pourquoi de chaque étape, les étapes nécessaires, les sorties nécessaires, les points de vigilance, etc. D'autres interventions possibles? Ça peut être repris lors de la table ronde, même si elle portera sur des choses bien... Et puis après... Non, vas-y. Non, mais enfin, voilà. Et puis Agnès aussi. Donc Caroline, Agnès. Moi, c'est rapide, merci. Moi, c'est toujours passionnant de t'entendre. Et là, encore plus parce que c'est vraiment abouti. J'ai une petite question et une petite remarque. La petite remarque, c'est sur l'acceptabilité, là. C'est tellement mécanique, voilà, bon, on en a déjà parlé. Et la petite question, c'est que je connais par ailleurs des roboticiens qui sont en train de travailler sur l'hypothèse d'un troisième bras. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant dans le cas des finisseuses? C'est-à-dire de plus seulement substituer le bras gauche par un bras cobotique, mais d'imaginer avoir un troisième bras qui ferait quelque chose. Cali. C'est ça. Oui, je vois très bien à quoi ça peut ressembler. J'ai déjà vu un exemple qui a été effectué par le laboratoire LISPEN de Lille, mais pour le contrôle qualité de valise, où là, c'était vraiment un troisième bras qui porte la valise et l'opérateur travaille avec ses deux mains pour contrôler différentes parties. Là, le besoin d'usage, pour moi, il était clair, il était justifié. Mais pour le cas des noyaux céramiques, sur le coup, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais c'est vraiment à prendre avec beaucoup de précaution. Exactement. Exactement. Avec toutes les questions qui vont avec, même la qualité. Agnès. Voilà, moi je n'aurais pas de questions, mais juste un commentaire, Agnès Obliquelier de l'INRS. Je trouvais votre étude super intéressante et une prise en compte de la globalité de la situation, à la fois sur le plan ingénierique et ergonomique, qui permet de conclure à des principes qui, pour moi, ont une forme de généricité tout à fait pertinente. Et qui font qu'on peut effectivement penser des futures méthodes de travail en intégrant ou pas la solution cobotique de façon très amont, en prenant en compte effectivement le besoin d'usage comme un fondamental absolu dans la réflexion à mener sur le sujet. Donc bravo. Voilà. Merci.